Donc je suis Zen Assad, je suis assistant spécialiste en pédiatrie au centre hospitalier de Cayenne. Sur le départ, c'est la fin de mon contrat d'assistant. Et donc j'ai le plaisir de faire un focus sur les méningites de l'enfant, qui est donc des pathologies à prévention vaccinale le plus souvent, et donc avec les spécificités en Guyane et chez l'enfant évidemment. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc vous savez probablement que les méningites bactériennes de l'enfant sont une pathologie sévère avec une importante mortalité dont l'incidence qui est variable en fonction des pays d'après la littérature avec des incidences qui varient de moins de 1 pour 100 000 habitants dans les pays à haut revenu jusqu'à 80 voire 1000 cas pour 100 000 habitants dans les pays à bas revenus, notamment en Afrique subsaharienne. Donc c'est une fréquence qui rend la maladie pas fréquente, mais pas exceptionnelle non plus, mais qui est très grave, avec une mortalité pareil variable en fonction des pays, des moyens de prise en charge et de plusieurs autres critères, mais qui varie de 1 sur 10 à la moitié des cas, donc c'est quand même une mortalité importante. Quand les enfants ne décèdent pas, il y a un risque aussi de séquelles auditives et neurologiques majeures, et décrit donc dans un tiers des cas. Donc la Guyane, que la plupart de vous connaissent, savez que c'est le seul territoire de France basé en Amérique du Sud, avec des spécificités liées à une migration importante et un multiculturalisme, des enfants qui peuvent venir de pays comme le Suriname, le Brésil, qui ont des spécificités en termes de prévention vaccinale, mais aussi d'épidémiologie, mais une Guyane aussi caractérisée par une proportion de patients, on le disait, précaires, sans couverture maladie ou qui ont des conditions de vie plus précaires, plus de promiscuité, etc., qui les rend plus à risque de faire une méningite bactérienne. Des travaux précédents réalisés en Guyane, notamment l'étude du professeur Elanga, a montré que le pneumocoque et l'hémophilus influenzae représentaient les pathogènes les plus fréquemment impliqués dans les méningites bactériennes de l'enfant. C'est pour ça qu'on dit les méningites bactériennes, qui sont un spectre de méningites causées par plusieurs pathogènes, avec le pneumocoque, dont l'incidence était de 1,5 cas pour 100 000 habitants. Ça, c'était à peu près en 2015. Et donc une incidence qui est augmentée par rapport à celle de la France hexagonale. Ça, c'était les données de 2015. Et donc, des pathogènes à prévention vaccinale, d'où le fait qu'on se soit intéressé dans cette petite étude à évaluer l'évolution de l'épidémiologie des méningites bactériennes en Guyane depuis l'implémentation des vaccins. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça l'ère vaccinale, donc surtout depuis les années 2010. Et on a voulu décrire aussi le profil clinique et démographique des patients atteints. Pour cela, on a réalisé une étude descriptive rétrospective sur 3 centres, Cayenne, Saint-Laurent et Kourou, en incluant les enfants âgés de 3 mois à 15 ans hospitalisés pour une méningite bactérienne. Et c'est des données qui ont été recueillies entre 2010 et 2020. Donc pourquoi on a choisi les enfants à partir de 3 mois pour éviter d'inclure les enfants atteints d'une méningite néonatale qui a des spécificités à part, et on a vraiment voulu regarder ce qui se passait en communautaire chez l'enfant qui est déjà rentré chez lui. On s'est aidé de la classification internationale des maladies pour screener les patients hospitalisés pour une méningite bactérienne, et on a fait un double... Je l'ai pas mis, on a fait un double croisement avec les données du laboratoire pour être le plus exhaustif possible dans l'inclusion des malades. Donc on a inclus, comme je l'ai dit, les enfants de 3 mois à 15 ans, hospitalisés pour une méningite, avec les critères reconnus dans la littérature d'une leucocyturie significative, et on a inclus uniquement ceux pour lesquels, ça c'est important, on avait une documentation microbiologique. Chez ces patients-là, on a évidemment inclus les données classiques démographiques, cliniques, microbiologiques, et surtout leur couverture vaccinale et leur couverture maladie. En parallèle, on a recueilli les données de sérotypes pneumococciques
qui ont été analysés par le Centre national de référence des pneumocoques basé à Créteil. Donc de 2011 à 2020, on a inclus 43 enfants atteints d'une méningite bactérienne dans les 3 centres hospitaliers de la Guyane. L'âge médian était de 11 mois, donc ça concerne surtout les nourrissons. Et on a donc pu calculer une incidence de 4,6 pour 100 000 habitants, 100 000 enfants par an. Comme on le voit sur le tableau, on avait une relative faible proportion de patients ayant un terrain sous-jacent, notamment une immunodépression ou la drépanocytose. Quand on regarde les germes les plus fréquemment impliqués dans cette étude, le pneumocoque ressort en numéro 1 avec 44% des cas de méningite. Le germe qui arrive en numéro 2, c'est l'Haemophilus influenzae, la plupart du temps de type B, et le méningocoque en 3e position. Il faut noter une particularité locale qui est la fréquence non négligeable de 11% de méningite à salmonelle. Et donc ça, en Guyane, c'est une spécificité puisque c'est dû à une contamination environnementale avec la proximité avec les reptiles et donc le risque d'infection par ce biais-là. Et donc des infections qui n'atteignent pas forcément les enfants drépanocytaires. Quand on regarde les complications, on voit que quasiment la moitié des enfants ont eu une complication aiguë de leur méningite. Ces complications-là touchaient volontiers les enfants les plus jeunes, et donc ceux âgés de moins de 12 mois. Ces complications, évidemment, sont globalement représentées par les pathologies neurologiques aiguës, donc l'état de mal épileptique ou les convulsions, les abcès, les thromboses vasculaires. On note qu'un seul décès sur la période d'étude. Quand on regarde les données, disons plutôt démographiques, on note que les patients qui sont couverts par le régime général avec une complémentaire ne représentaient que 43% des patients, et donc une bonne moitié, plus de la moitié des patients n'avaient soit pas de couverture maladie, soit l'AME ou la CMU, ce qui note une précarité chez ces malades. Le défaut de couverture vaccinale, c'était quelque chose qui était noté, mais difficile de préciser dans cette étude puisqu'elle est rétrospective. Et donc les patients pour lesquels on notait un statut vaccinal à jour d'après le compte-rendu d'hospitalisation n'étaient que de 40%. Donc après, est-ce que c'était pas spécifié? C'est quand même difficile à dire, mais on voit que les patients qui avaient un statut vaccinal à jour étaient notés plus fréquemment quand les enfants avaient une couverture maladie. Donc peut-être un lien entre le défaut de couverture maladie et le défaut de couverture vaccinale, mais c'est difficile de faire des conclusions sur ce simple travail. Quand on regarde les sérotypes pneumococciques, non pas des malades inclus, mais de toutes les souches de pneumocoques qui ont été analysées sur la période par le CNRP, on voit qu'on n'a pas beaucoup de souches quand même. Une majorité sur l'ensemble de la période de sérotypes vaccinaux et peut-être un petit peu moins de sérotypes vaccinaux depuis les années 2015-2016. Mais pareil, difficile de faire des conclusions sur le faible nombre de souches. Donc on note dans cette étude une relative forte incidence des méningites bactériennes de l'enfant en Guyane. Ça correspond à une incidence pré-vaccinale, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'incidence qu'on avait en France hexagonale à l'ère pré-vaccinale, c'est-à-dire avant les années 2010, où on n'avait pas encore les vaccins. Donc c'est des chiffres qui sont plutôt alarmants. On a quand même une incidence beaucoup plus forte en Guyane, avec pour le pneumocoque 33 pour 100 000 versus 6 puis 2 pour 100 000 en 2019 et 2014. Donc c'est des chiffres très très hauts, même si en valeur absolue ça ne représente pas énormément de patients, mais comparé à la population des enfants en Guyane, c'est beaucoup.
Pareil pour l'hémophilus, une incidence qui est beaucoup plus importante que celle constatée en France hexagonale et dans d'autres pays, même autour en Amérique latine, comme le Brésil. On a l'impression, via cette étude, que cette forte incidence n'est pas liée au terrain particulier des malades, mais peut-être à leur défaut de couverture vaccinale. En effet, on a des données de santé publique qui suggèrent que la couverture vaccinale contre le pneumocoque est nettement moins bonne que celle en France hexagonale. On a à peine 70% de patients dits à jour à l'âge de 24 mois. Et ça, c'est des données déjà anciennes sur les cohortes 2017, donc avant la décision d'obligation vaccinale en France. Ce défaut de couverture vaccinale, on l'a déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, est dû à plusieurs facteurs. La première, c'est peut-être un défaut d'offre de soins en Guyane, lié à un défaut de médecins généralistes et de pédiatres. L'éloignement géographique aussi de certaines communes et les difficultés de couverture maladie des patients. Parfois des discriminations qui sont notées vis-à-vis de certaines communautés qui rendent l'accès aux soins plus difficile et notamment la vaccination. J'illustre cette difficulté d'accès à la vaccination par le biais de cette étude qui est déjà ancienne, qui date de 2015, mais une étude qui était assez bien faite. 5000 consultations chez 150 enfants suivis à Camopi entre 2013 et 2016. Donc Camopi, la plupart de vous connaissent, c'est une commune du fleuve Oyapock, donc assez isolée en Guyane, avec une population amérindienne. Et ce qui était inquiétant, même si les données sont anciennes, c'est que les patients à jour de leur vaccination pneumococcique représentaient moins de 3% des enfants suivis là-bas, ce qui est catastrophique. Et donc les perspectives, c'est qu'on a des nouvelles, donc les recommandations vaccinales évoluent et on a des mises à jour des recommandations générales qui arrivent depuis ces derniers mois, avec l'élargissement de la vaccination pneumococcique avec le PCV 15 qui a été autorisé chez l'enfant et qui va être mis en place dans les prochains mois, mais aussi l'élargissement de la vaccination anti-méningococcique avec le Bexsero qui est devenu recommandé, voire obligatoire, obligatoire bientôt et en 2025. Une primo-vaccination chez les nourrissons à 3 mois, 5 mois, puis un rattrapage à 12 mois. Et ensuite, la prochaine étape, ce serait de recommander la vaccination tétravalente anti-méningococcique avec les souches A, C, Y, W. Et je crois qu'il y a un vaccin incluant le B qui est en cours d'élaboration. Mais le message important, c'est que c'est bien joli d'élargir le champ des vaccins, mais il faut que les patients puissent avoir accès à ces vaccins-là. Et peut-être qu'il faut aller vers les patients de façon un peu plus active et donc donner tous les moyens pour que tous les nourrissons de Guyane soient vaccinés efficacement pour réduire cette morbimortalité liée aux méningites qui constitue encore une fois une pathologie très sévère, même si on n'en voit pas tous les jours. Donc ça, c'était la conclusion. Vous avez compris, une plus forte incidence des méningites bactériennes chez l'enfant en Guyane par rapport au reste du territoire français, des complications fréquentes, même s'il ne meurt pas, ça fait des séquelles très importantes avec des troubles moteurs, auditifs et des troubles des apprentissages dans le futur. Même si cette étude n'a pas évalué ces complications et ces séquelles à long terme, on sait qu'elles existent. La prédominance de bactéries pour lesquelles il y a un vaccin, et donc l'importance de renforcer les vaccinations chez tous les nourrissons en Guyane via la PMI, mais aussi l'accès à une couverture maladie pour tous. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut surveiller l'épidémiologie. Il faut qu'on sache quels sont les sérotypes, notamment pneumococciques, pour adapter la vaccination qui a probablement des spécificités par rapport à ce qui se passe en France hexagonale et en Europe. Mais aussi
encourager les pédiatres qui reçoivent ces patients-là à les notifier dans l'observatoire des méningites pour continuer cette surveillance et pouvoir adapter les mesures de prévention. Je vous remercie pour votre écoute.